Hello, everyone. We are just waiting so that many of you can Bonjour join. à toutes et à tous. Nous attendons encore quelques minutes pour être sûr que tout le monde soit bien connecté. Je vois que les chiffres continuent d'augmenter. Nous allons donc bientôt nous jeter à l'eau. We see lots of our friends saying hello in the chat. Je vois qu'il y a bon nombre de nos amis qui nous disent bonjour par le chat. C'est fabuleux. Nous allons encore attendre quelques secondes pour être sûr que tous ceux qui voulaient participer à cette réunion soient bel et bien connectés. Okay, since it's after the hour, we will go ahead and start. Eh bien, il est et 5, donc nous allons commencer. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Il est bon de nous retrouver ici pour ce webinaire. Comme vous le savez, je suis Pamela Cipriano, la présidente de la CI. Je suis très heureuse de pouvoir souhaiter la bienvenue à ce webinaire. Et aujourd'hui, nous allons aborder des thématiques non seulement opportunes, mais aussi importantes lorsqu'on réfléchit à l'état du monde et que nous reconnaissons qu'il est important, en effet, de fournir des soins de santé pour toutes et tous. Nous devons donc voir comment nous pouvons continuer à œuvrer pour soutenir et renforcer les soins de santé primaires, ce qui est au cœur, bien entendu, de la couverture sanitaire universelle. Partant, pour nous, il est important aujourd'hui de partager ce que nous savons au sujet des initiatives aux quatre coins du monde, mais aussi de partager les réflexions, les activités et les réussites que nous allons entendre ici justement venant des différentes Annie et qui nous donneront matière à réflexion pour voir justement comment on peut aller de l'avant sur cette question stratégique importante pour nous toutes, nous tous et nos bénéficiaires. Mais avant tout, je voudrais vous parler du conflit qui perdure aujourd'hui. Et bien entendu, nos cœurs vont à tous ceux qui sont touchés. Nous savons qu'il y a beaucoup de travailleurs des soins de santé, mais aussi des gens de plusieurs pays qui ont été mis à mal, qui souffrent. Et nous avons des sentiments, bien entendu, les concernant. Et nous condamnons toutes les violences à l'encontre des travailleurs des soins de santé, des hôpitaux et des centres de soins en zone de conflit, que cela soit en Ukraine, à Israël, à Gaza, au Yémen, en Afghanistan, au Soudan, au cours de l'année dernière. Et au cours de ces dernières semaines, surtout, nous voyons qu'il y a bon nombre de vies humaines qui sont sacrifiées et que les travailleurs des soins de santé sont mis en danger. Nous sommes partisans des campagnes pour aller à l'encontre de cela. Comme vous le savez, nos deux campagnes, Nurses for Peace et notre fonds, appellent à la paix aux quatre coins du monde et nous condamnons toutes les attaques contre les travailleurs des soins de santé. Nous soutenons tous les infirmiers et infirmières sur le front et continuons à appeler pour le respect du droit humanitaire international et des droits humains qui protègent le droit à l'accès, mais à la santé, mais aussi le respect des civils et le respect de la vie de nos travailleurs. Nous voyons des changements en ce monde qui doivent évoluer pour assurer la santé de toutes et tous, les gens de nos communautés et les travailleurs des soins de santé. Pour ceux qui parmi vous souhaitent poser des questions au cours de ce webinaire, s'il vous plaît, utilisez la fonction questions-réponses. Si vous avez des questions qui peuvent être répondues, adressez-les directement et
Sinon, nous verrons ça à la fin. Et maintenant, je vais donner la parole à notre PDG Howard Catton qui va vous parler du pourquoi du comment de ce webinaire aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour, bon après-midi, bonsoir à toutes et tous. Comme à l'accoutumée, il est bon de vous voir en nombre ici présent pour ce webinaire. Pour rebondir sur les propos de Madame la Présidente, je tiens à dire que pour ceux et celles qui parmi vous hmm, qui qui ne l'ont pas vu, mais j'imagine que vous l'avez déjà vu, il y a eu une déclaration des professeurs de la des soins de santé et il y a une déclaration de CI qui a été publiée il y a 10 jours. Mais ici, CI a republié une déclaration qui martèle en effet les messages que la présidente vient de mentionner eu égard du conflit israélo-palestinien. Et nous avons des collègues qui ont été touchés par des pertes et des tragédies personnelles. Et ils continuent à œuvrer pour accomplir leurs responsabilités professionnelles tout en gérant ou tentant de gérer leurs émotions. Et nous devons de reconnaître leur courage, leur dévouement, leur humanité. Et nous toutes et nous tous, nous devons les soutenir en tant que corps professionnel. Comme Madame la Présidente l'a dit, hmm, la pandémie nous a fait dérailler par rapport à notre objectif de couverture sanitaire universelle. Et Madame la Présidente nous a tiré de l'avant dans nos travaux par rapport euh, aux soins de santé primaires, mais le fait est que c'est une priorité depuis bien longtemps pour le système onusien également. Et moi, je voudrais justement vous parler de l'historique de nos travaux accomplis d'un point de vue politique depuis moultes années. Et puis Michel, David, nos infirmiers et infirmières en chef et adjoints vous parleront des pratiques et des rôles et de ce qu'il faut accomplir. Mais le fait est que nous voulions ici avoir cette possibilité de vous entendre, d'entendre les leçons que vous avez tirées, les évolutions, les défis, les réussites car c'est toujours très puissant. Nous travaillons à l'heure actuelle sur une nouvelle ressource qui utilisera ces travaux mis en commun et nous publierons cela en vue d'inclure les délibérations de ce webinaire en aval de ce webinaire, justement. À vous, Madame la Présidente. I think you're muted, Pam. Madame la Présidente, je pense que vous êtes en sourdine. Madame la Présidente est en sourdine. For some reason, my mute buttons Oh, keeps going. c'est assez curieux. On dirait que mon micro se coupe sans cesse. Est-ce que vous m'entendez? Bien. Les transparents, c'est bon? Très bien. Aujourd'hui, on voudrait toutes et tous se mettre sur la même longueur d'onde par rapport à la couverture sanitaire universelle, voir ce qui se fait au niveau onusien, au niveau local, et réellement comprendre les avancées. Alors, peut-être que vous pourriez aussi, Cyril, couper les gens qui activent leur micro et qui sont là à prendre la parole en coulisses. Maintenant, je voudrais partager avec vous un point essentiel pour nous, une valeur clé. La santé est un droit humain. C'est au cœur de notre agenda. Et lorsqu'on réfléchit à la couverture sanitaire universelle, on se doit de reconnaître avant tout qu'il y a une déclaration qui est alignée avec le calendrier des ODD. Et donc, il est important pour nous de savoir que, alors que nous parlons de la CSU, on se doit d'agir à l'unisson et on se doit de s'assurer du fait que nous reconnaissons euh, que, il en va de justice sociale, d'équité et de droits humains, comme vous l'avez entendu à moult reprises lors de nos webinaires et dans des
communiqué de presse, l'Assemblée générale des Nations unies, à l'occasion d'une réunion de haut niveau, a parlé de la prévention des pandémies, la préparation et la réponse, a aussi parlé de la tuberculose et de son éradication d'ici à 2030 et enfin de la CSU. Et le fait est que la CSU aujourd'hui est considérée comme la voie la plus importante pour en effet réussir à prévenir, préparer et répondre aux pandémies, mais aussi pour lutter contre toutes les maladies infectieuses telles que la TB, mais aussi d'autres menaces. Et on peut toutes et tous s'accorder sur le fait qu'on peut couvrir davantage de personnes grâce à la couverture sanitaire universelle et aussi et surtout avec des soins de santé primaires qui doivent être construits en amont. La déclaration souligne que que les gouvernements doivent investir, s'engager. Et on l'a vu, on ne peut que parler, il faut agir. Et donc, ici, nous soulignons que tout le monde doit avoir accès aux soins et nous devons pouvoir nous assurer du fait que les financements et les investissements sont prévus pour les bénéficiaires. Le docteur Tedros, lui, a souligné que un signal fort avait été émis et qu'il fallait investir dans les soins de santé primaires, ce n'est que ce faisant qu'on l'on pourrait arriver à la couverture ô combien nécessaire. Et ici, ce message, vous l'avez déjà vu, mais quand on voit la santé aujourd'hui, le fait est que la moitié des gens n'ont pas accès aux soins dont ils ont besoin. Les millions sont poussés vers la pauvreté et on voit que les progrès de la CSU sont des plus lents. Mais il y a néanmoins quelques principes clés. Un, tout d'abord, tout le monde doit recevoir les soins dont ils ont besoin, ce de la naissance à une mort paisible. Deuxième principe, il faut des soins de qualité pour répondre aux besoins. Troisièmement, les soins ne peuvent pas engendrer de fardeau financier. Ces trois éléments sont essentiels. Ensuite, autre point, on sait très bien que tout ceci est intrinsèquement lié au point 3 des ODD, la bonne santé et le bien-être. Et on doit s'assurer du fait ici qu'on prévient les risques et que l'on fournit des services de soins de santé essentiels. Et quand on parle évidemment de santé, on se doit d'avoir des travailleurs dans les soins de santé efficaces, forts, qui répondent aux défis. On l'a dit, répété, on l'a vu, et toutes celles et tous ceux qui parlent de ces thématiques le reconnaissent, ce qu'il y a de plus important pour arriver à la couverture sanitaire universelle et aux soins de santé primaires, c'est un personnel digne de ce nom. Ensuite, il faut d'autres pratiques et aborder différentes questions, notamment les déterminants sociaux qui font que certains individus ne se soignent pas étant donné les désavantages de la vie, étant donné le poids économique et financier. Et nous devons travailler efficacement avec toutes et tous pour avoir un système rentable, efficace et bon marché, in fine aussi. Ensuite, le comité d'action pour UHC 2030 euh, pour la couverture de sanitaire universelle souligne que la santé est un investissement et non pas un coût parce que lorsque les pays investissent dans la santé, ils investissent dans leur gens et cela permet de lutter contre les désastres, les catastrophes, cela permet aussi d'avoir une masse salariale plus forte et donc cela permet d'améliorer les économies. Autrement dit, l'agenda UHC 2030, nous le soutenons pleinement. Il faut des investissements, laisser personne pour compte, s'assurer du fait que les lois et les cadres législatifs soutiennent la couverture, que le personnel renforcé, que nous investissons davantage, que nous avançons tous à l'unisson, que nous garantissons l'égalité des gens et en fin de compte que nous créons un lien entre cette couverture et la sécurité et la santé pour répondre notamment aux catastrophes naturelles. Ensuite, nous avons aussi beaucoup travaillé sur les maladies non transmissibles. Lorsqu'on réfléchit aux progrès accomplis, nous savons que nous investissons dans les travailleurs, dans la prévention des maladies et dans la gestion des maladies. Et ce faisant, on peut arriver à de meilleurs résultats. Mais nous savons également que les infirmiers et infirmières sont confrontés à bon nombre de défis
notamment limite en termes de ressources dans certains pays, manque de personnel, de matériel, d'équipement diagnostic. Ensuite, parfois, il y a des problèmes de formation, notamment en ce qui concerne les maladies non transmissibles ou encore aussi des soucis liés à la formation continue. Il y a aussi des défis systémiques liés au cadre législatif. Il y a aussi des limites culturelles et sociales, notamment la stagnisation. Ensuite, des limites financières et les challenges d'ordre technologique. Les infirmières tentent de faire face à ces 6 axes pour lutter contre les maladies non transmissibles. Aujourd'hui, il est temps pour nous d'étendre notre message pour faire comprendre à quel point il est important d'investir dans l'infirmier, les infirmiers, d'investir dans le personnel pour qu'ils soient moteurs de changement. Il faut travailler sur la disruption technologique, adresser les problèmes du personnel, reconnaître euh, que les infirmières doivent pouvoir analyser le personnel, les gens plutôt à soigner, et il est important d'analyser aussi nos pénuries, que ce soit en personnel généraliste ou spécialisé. Nous devons donc ici travailler sur ces 4 axes essentiels. Tout d'abord, il faut investir dans les emplois, il faut des plans à cet égard au niveau national et il faut avoir un plan qui tient compte du continuum des soins de santé. Il faut aussi s'assurer du fait que le cursus est adapté, que nous avons un cadre législatif digne de ce nom qui soutient la qualité et qui aide le public à comprendre ce que nous faisons. Ensuite, lorsqu'on parle de la formation d'infirmiers et infirmières, il y a la formation de base et la formation continue. Ce sont 2 composantes essentielles. Nous en sommes intimement convaincus depuis toujours et l'avons toujours souligné. Il faut de l'éducation et des normes. Encore une fois, nous savons que bon nombre se concentrent sur les systèmes d'éducation, qu'il faut les étendre pour avoir de l'éducation spécialisée et des pratiques avancées. Et nous tenons directement des infirmiers et infirmières pour nous assurer du fait qu'ils et elles ont du temps pour se former. Et aux 4 coins du monde, comme nous l'avons vu, euh, nous n'avons pas de normes standardisées et donc nous devons y travailler. Ensuite, le leadership, c'est un principe essentiel de la CI. Euh, et si nous voulons que les infirmiers et infirmières fassent évoluer le monde, on doit s'assurer du fait que l'on a un leadership et que l'on innove également. Et donc, on innove des mentorats et on travaille avec les amis et au niveau international, on travaille avec des partenaires pour s'assurer du fait que l'on a des vrais leaders. Cela fait partie de nos travaux que nous savons très importants et vous encourageons à vous diriger vers vos dirigeants et à travailler de concert sur les plaidoyers pour que les voix fassent et que se fassent écho mutuellement pour faire évoluer les bonnes pratiques. Ensuite, le bien-être des infirmiers et infirmières qui a été grandement mis à mal pendant la pandémie. C'est ce 4e axe qui est très important lorsqu'on parle des directions stratégiques, mais c'est aussi le 4e axe de cette voie à 4 routes. Il faut euh, s'assurer du fait que les gens ne sont pas poussés dans la pauvreté, que l'on prend soin des soignants, qu'il y a des mécanismes pour les protéger, pour qu'ils s'épanouissent. Ils doivent avoir accès aux vaccins, ils doivent avoir les EPI nécessaires, ils doivent avoir de bonnes politiques sur le lieu de travail en matière de santé et sécurité parce qu'ils sont pas à l'aise. Cela ne peut aller et donc il faut lutter contre les inégalités et les violences. Les infirmiers et infirmières, autrement dit, ont une très grande responsabilité, bon nombre de rôles, surtout le continuum des soins, de la prévention, en passant par la promotion de la santé, sans oublier bien entendu le traitement et la remise sur pied. Nous sommes toujours là pour les populations les plus vulnérables. Nous faisons davantage avec votre soutien et essayons de comprendre les plus vulnérables, notamment les peuples autochtones. Aujourd'hui, nous avons d'ailleurs de plus en plus d'infirmiers et infirmières d'origine autochtone. Nous travaillons aussi avec les populations plus éloignées, rurales. Nous travaillons aussi sur la santé mentale, les personnes âgées, les minorités raciales et ethniques, les vulnérables, notamment les enfants. Ensuite, la transformation numérique, c'est très important et nous savons que nous pouvons faire plus avec les ressources que nous avons. Nous avons participé à des discussions l'année dernière avec la Commission sur le statut des femmes au sein des Nations Unies et nous avons souligné que l'on pouvait laisser les infirmiers et infirmières pour compte dans la transformation numérique.
Et ce n'est pas qu'un beau discours court et on ne parle pas que de l'intelligence artificielle ou encore de la mise en œuvre de la technologie. Non, il faut créer des synergies et les infirmiers et infirmières peuvent aider à effectuer un suivi, à mieux utiliser les technologies. Partant, le moment actuel est très important et il donne la possibilité aux infirmiers et infirmières de faire plus dans les soins de santé primaires et alors que l'on avance sur la voie de la CSU. Et donc, on doit tirer parti des avancées dans les soins de santé, notamment le numérique, et il faut travailler avec les patients. Il faut faire face aussi aux défis sur le lieu de travail. Cela a été un cheval de bataille au cours de ces dernières années. On doit pouvoir donc avoir les investissements aussi nécessaires de la part des autorités pour financer les jobs, financer la formation, pour réduire la charge de travail et aider davantage de personnes pour qu'elles puissent justement soigner davantage de personnes. Ensuite, il y a les défis mondiaux, bien entendu, qui sont inhérents au caractère mondialisé, les pandémies, les crises sociales, les conflits, les difficultés financières. Et sans oublier, bien entendu, la santé mentale qui dépasse grandement euh, ce que l'on peut faire avec notre personnel actuel. Et on doit continuer aussi à faire accroître la recherche pour qu'on partage les bonnes pratiques des infirmiers et infirmières. Il faut avoir davantage de leaders, s'adapter à la demande et avoir des modèles novateurs qui sont poussés en avant. Alors, lorsqu'on parle de CSU, la CSU permet aux infirmiers et infirmières d'avoir le plus d'impact. On parle de la prévention, la détection, des soins humanitaires, l'avancée sur l'éducation, le leadership, renforcer le personnel et s'assurer du fait que l'on ait des soins de santé résilients. C'est fondamental. Voilà, je vais en rester là et je me réjouis à l'idée de continuer à échanger avec vous et d'entendre les informations de nos experts euh, tout au long de ce webinaire. Et maintenant, je rends la parole à Howard Catton qui va nous parler politique. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Cyril, je vous en prie, mettez mon premier transparent. Cyril, premier transparent. Moi, tout d'abord, chers collègues, comme cela a été dit, la CI a été active dans cet espace et a soutenu les soins de santé primaires depuis bon nombre d'années. Prochain transparent, vous connaissez certainement la déclaration d'Alma Mater qui a été signée en 1978 euh, euh, dans le Kazakhstan actuel. Et on parlait donc d'une approche médicale fondée sur les soins de santé primaires et on a souligné que les gens étaient importants et qu'il était important de les voir par le prisme de leur communauté, qu'il fallait respecter leurs droits et intégrer toutes les questions relatives à la santé et s'assurer du fait qu'il y avait une véritable équité aussi. Et trois infirmiers de la CI ont participé à cette réunion en 1978, du 6 au 12 septembre. Et bon nombre ici savent très certainement que la définition de la santé, ce n'est pas que l'absence de maladie ou de pathologie, mais aussi un ensemble de considérations de santé mentale et de bien-être. Et c'est repris dans la déclaration d'Alma Mater. C'était à l'époque la première fois aussi que l'on a parlé de l'économie et de son importance lorsqu'on parle de santé. On a parlé de la question des possibilités financières et au cours de ces dernières années, on a entendu que dans la déclaration d'Alma Mater, eh bien, lorsqu'on dépensait moins en conflits en armement, on pourrait débourser davantage en santé. Prochain transparent, s'il vous plaît. Alors, dans les années 78, 70 et 80, on a beaucoup travaillé avec CI sur les rôles, l'éducation notamment dans les communautés. Et ici, donc en 2000, il y a eu la déclaration de la CI sur les soins de santé primaires qui a beaucoup orienté nos travaux. Et elle a aussi jeté des ponts entre le monde des infirmiers et la santé, l'équité et aussi les déterminants sociaux de la santé. Cette déclaration a été revue en 2007 et CII a très clairement indiqué
comment les soins infirmiers étaient la pierre angulaire des soins de santé primaires. Prochain transparent, s'il vous plaît. En 2008, nous avons fêté le 30e anniversaire de la déclaration d'Alma Mater et à cette occasion, lors de la Journée internationale des infirmiers et infirmières, nous travaillé justement sur les soins de santé primaires et la qualité pour les communautés. Et on a parlé aussi de ces soins, mais bien entendu, on en reparlera et on a parlé des innovations dans les rôles des infirmiers et les modèles des soins infirmiers et il va sans dire que cela fait partie intégrante de nos travaux, car on peut en effet concrétiser les choses aujourd'hui et parvenir à des soins de santé primaires partout avec les infirmiers et infirmières. En outre, nous avons essayé de rappeler à toutes et tous qu'il y a des infirmiers et infirmières à peu près dans tous les domaines de la vie, dans des usines, à l'école, dans des supermarchés. Il y a des infirmiers et infirmières. Il n'y en a pas que dans les hôpitaux. Prochain transparent, s'il vous plaît. Alors, ici, plus récent, vous savez très certainement que les ODD ont été établis en 2015 et ils ont été construits sur les engagements de la déclaration d'Alma Ata et ses objectifs de couverture sanitaire universelle, les objectifs pour 2030. Et pour nous, chez CI, il est très clair que les infirmiers et infirmières sont des leaders pour l'ODD 3 sur la bonne santé et le bien-être, mais aussi sur bon nombre d'ODD, notamment la lutte contre la pauvreté, les questions relatives à l'emploi, l'éducation, le genre. Et pour moi, il est juste de dire que cette publication qui circule beaucoup dernièrement euh, a permis de mettre en avant le rôle des infirmiers et infirmières par rapport aux ADD. Prochain transparent. Ensuite, 2018, le 40e anniversaire de la déclaration d'Alma Ata, et il était évident que le monde n'était pas arrivé à l'objectif de la santé pour tous en 2000. Et il y avait donc un nouvel objectif avec les ODD, l'année 2030. Mais ici, nous avons réaffirmé et nous nous sommes réengagés en faveur des principes de la déclaration d'Alma-Ata et il y a une déclaration actualisée. Cette déclaration a été adoptée sur la conférence mondiale sur les soins de santé primaire à Astana en 2018. Encore une fois, là, avec Ruth, nos amis Chris Roberts et Barbara Stilwell, nous avons œuvré ensemble pour nous assurer du fait que dans la nouvelle déclaration, et vous le voyez à droite, eh bien, il y a un engagement très clair et des déclarations des plus claires par rapport à la santé et les travailleurs. C'est un petit document en réalité et vous pouvez le consulter et voir l'importance pour les investissements dans l'éducation, la formation, reconnaître l'importance des travailleurs. Et cette déclaration a aussi parlé de l'éthique et du recrutement éthique à l'international. Passons maintenant à 2019 et le prochain transparent. Ici, nous avons continué à travailler sur la santé pour tous. Et là, c'est su, ici vous le voyez, a été un cheval de bataille. Et on a parlé de la santé pour les infirmiers et infirmières. Et donc, Nurses A Voice to Lead a publié ce rapport et nous avons parlé des complexités découlant des maladies non transmissibles et du reste aussi, et avons expliqué comment le monde infirmier constituait un pont, une porte d'entrée pour bon nombre de personnes, une porte d'entrée à la santé, et ce aux quatre coins du monde. Vous avez déjà entendu Madame la Présidente parler de la commission NCD et en 2019, cette commission sur la maladie non transmissible a parlé du rôle des infirmiers et infirmières et bien entendu, les termes utilisés n'ont pas été nos préférés, mais il est évident que les infirmiers et infirmières sont essentiels pour faire mieux. Prochain transparent. Prochain transparent. Nous avons... prochain transparent, prochain diapo.
Donc, nous avons essayé d'informer de nos travaux au sein des réunions de l'OMS et lors des réunions régionales et avons donc mis en avant l'importance de la communauté des infirmiers et leurs travaux. Nous avons vu que les gens comprennent que les soins de santé primaires sont la voie menant à la couverture sanitaire universelle, mais ils n'arrivent pas forcément à comprendre qu'en fin de compte, ce sont les infirmiers et infirmières qui peuvent nous amener à bon port. Et donc, pour nous, il est important de continuer à marteler ce message pour que les gens comprennent qu'en effet, il y a un lien entre les soins de santé primaire, la couverture sanitaire universelle et que le maillon indispensables, ce sont les infirmiers et infirmières. La pandémie, quant à elle, a mis en avant qu'il y avait un manque de préparation. Elle a aussi exacerbé les inégalités. Nous avons appelé au comité que nous avions des ambitions pour la CSU d'ici à 2030 et qu'on pourrait parvenir à la CSU en 2030 sans investir dans les travailleurs de la communauté infirmière. Prochain transparent. Et c'est pourquoi que l'ICN, la CI a publié la charte pour le changement articulée autour de 10 points et nous avons parlé de différents thèmes, notamment ce point essentiel, le numéro 6, euh, qui est lié à la réforme sanitaire dont nous avons besoin, non seulement pour permettre aux infirmiers et infirmières de pleinement contribuer aux bonnes pratiques, mais aussi pour faire évoluer le curseur et pour promouvoir la soin de santé primaire, pour promouvoir les soins de santé à domicile et les soins de santé communautaires et le travail de la communauté. Les collègues doivent savoir que lors de notre congrès, nous avons annoncé que nous allions avancer sur le prochain rapport qui donnera les prochaines stratégies euh, pour les infirmiers et les sages-femmes. Et aujourd'hui, il y a un tremplin qui s'offre à nous pour s'assurer du fait que le rôle de la communauté des infirmiers en dehors des hôpitaux, dans la santé publique, dans les communautés, dans la prévention, soit mis en avant. Car pour moi, il y a vraiment quelque chose à rajouter dans ces documents et publications. Enfin, prochain transparent. La déclaration de haut niveau, elle a déjà été mentionnée, mais quelques mots qui sont donc dans cette déclaration de haut niveau pour que vous les connaissiez. Cette déclaration parle notamment des pénuries en travailleurs, du fait qu'il fallait former davantage et garder davantage les travailleurs. On a aussi parlé des retombées positives sur l'économie des soins de santé primaires. On a parlé de l'empowerment des jeunes filles, des femmes et de l'éradication de la pauvreté et de l'amélioration de l'égalité dans son ensemble. Ici, on voit très clairement que tout ça forme un tout, justement, et qu'il y a un lien très clair entre les soins de santé primaires, la CSU et les infirmiers et infirmières. Et on peut bien entendu partager un éventail de ressources avec vous, chers collègues, pour que vous puissiez les utiliser dans vos campagnes de plaidoyer. Je vais maintenant donner la parole à Michel et David, nos infirmiers en chef et infirmiers adjoints, pour qu'ils nous parlent de leurs activités. Michel, à vous. Merci beaucoup. Est-ce que Cyril pourrait afficher nos transparents? Euh, Bonjour à toutes et tous. N'est-ce pas fabuleux de voir tellement de gens réunis des quatre coins du monde ici, de voir tous les collègues venant de tous ces pays ici à l'occasion de ce webinaire. Merci de votre présence à ce webinaire. Il est bon de vous voir ici. Alors, je voudrais vous donner un instantané et partager certains des modèles que nous avons imaginés pour les travailleurs. Je vais attendre que Cyril fasse afficher les transparents. Cyril, est-ce que vous les avez? Cyril? Ah, super, fabuleux, merci beaucoup. Alors, si on passe au prochain transparent, et donc quelques éléments pratiques liés donc
à la CSU, aux soins de santé primaire. Je voudrais commencer par très brièvement me pencher sur certaines des crises du personnel. Tout d'abord, il y a le défi de la disponibilité. Nous le savons que dans les pays de l'OCDE et dans la région de l'Union européenne, en réalité, il y a un manque généralisé de 20% de praticiens. Et au sein de l'UE, on s'attend à ce qu'il manque quelques 230 000 médecins de famille dans l'ensemble. Cela étant dit, on reconnaît que bon nombre de patients n'ont pas accès aux soins nécessaires ni aux tests nécessaires. Et donc, l'accessibilité aux soins laisse aussi à désirer. Et entre et 16 et 28% des gens indiquent participer au diagnostic, à leur traitement, aux décisions prises. Mais c'est inacceptable parce que ça veut dire qu'il y en a trop qui n'ont pas la possibilité. Ensuite, il y a bon nombre de médecins qui indiquent avoir trop de capacités étant donné leur rôle et leur capacité. Prochain transparent. Et donc, il y a des défis de taille dans le domaine des soins de santé. On voit que la sécurité des patients est une question inquiétante et très souvent, on ne se concentre que sur les patients, mais on ne voit pas au-delà. C'est l'arbre qui cache la forêt. Et ça arrive bien souvent, hum, partout. Et qu'est-ce qu'on comprend donc? Eh bien, 4 patients sur 10, en fin de compte, subissent des nuisances dans les soins de santé primaires et 5% des adultes dans les pays à haut revenu vivent des erreurs de diagnostic et il y a 5 millions de morts dans les pays à faible ou moyen de revenu parce que la qualité des soins de santé laisse à désirer. Et puis, près de la moitié des gens dans les pays OCDE ont des problèmes dans la coordination des soins de santé. Et encore une fois, on ne parle pas des autres défis liés notamment aux faux médicaments qui représentent 10% des médicaments. Ici, on passe au prochain transparent, Cyril. Et on se doit d'analyser le rôle des infirmiers et infirmières lorsqu'on parle des soins de santé primaires pour y répondre. Et ici, je voudrais vous donner 4 exemples. Et, moi, je vais en parler de deux. Michel parlera des deux autres et elle fera part des conclusions. Prochain transparent. Nous savons, comme je l'ai déjà dit, que parcourir le système de soins de santé est quelque chose d'assez complexe. L'on estime que quelques 25 à 45 milliards de dollars sont gaspillés car les efforts ne sont pas suffisamment coordonnés. Partant, nous savons euh, qu'il y a une réduction de l'utilisation des fonds et qu'il y a des fonds qui sont mal utilisés et il y a des patients qui ne sont pas suffisamment admis aux urgences et certains patients qui ne sont pas suffisamment admis à l'hôpital. Et donc, en Australie, on parle de bourdes récurrentes. Et partant, il faut des coordinateurs, des gestionnaires de cas, des infirmiers infirmières permettant de naviguer. Et lorsque on a des gens qui endossent certaines responsabilités, lié à tout cela, alors euh, au sein des départements, on peut mieux gérer ces questions lorsqu'on parle des soins de santé primaire. Et vous savez, des présentations telles que celle-ci pourraient se faire dans les soins de santé primaire, mais malheureusement, cela ne se fait pas. À Singapour, vous savez, ils ont introduit des infirmiers infirmières responsables des maladies chroniques et cela a permis de réduire l'afflux aux urgences. Des études ont indiqué que tous les dollars investis dans la coordination des soins de santé permettent d'avoir 5 dollars de retour sur investissement. Et donc, ce modèle est assez intéressant. Il est important de voir comment on peut mieux coordonner le système de soins de santé. Prochain transparent, Cyril. Ensuite, lorsqu'on se penche sur la soin de santé primaire, aujourd'hui, dans le monde, on voit que le modèle essentiel continue à exister. Et qu'est-ce que cela veut dire?
eh bien, c'est que ce monde se concentre davantage sur les maladies transmissibles et les interventions courtes avec un fournisseur qui fournit un petit traitement et qui ne fait pas de suivi. Mais comme les modèles des maladies évoluent, qu'elles deviennent de plus en plus chroniques, il est important d'avoir des consultations plus longues et pluridisciplinaires avec des équipes pluridisciplinaires. Et donc, il est important d'évoluer de ces soins de santé primaires traditionnels à des soins de santé primaires plus globaux, où le patient est davantage responsable de sa santé et de son bien-être, et où les médecins ne font pas que donner de la santé, mais où il y a donc vraiment une équipe pluridisciplinaire qui inclut différents secteurs. De fait, nous voyons que lorsqu'un tel modèle est mis en œuvre, il y a beaucoup de retombées positives. On voit notamment au Costa Rica que ce modèle a été mis en œuvre et qu'il y a une réduction de 8% dans les urgences. Et puis, il y a aussi une augmentation de la satisfaction auprès des fournisseurs et des patients. Ensuite, au Canada, des résultats assez similaires. Lorsque ce modèle a été mis en œuvre, notamment par rapport aux infections virales et respiratoires, eh bien, avec une approche pluridisciplinaire, les résultats ont été améliorés de quelques 26%. Autrement dit, il est important de réimaginer notre façon de fournir des soins de santé primaires. Et je vais maintenant donner la parole à ma collègue Michel, qui va se pencher sur deux autres éléments. Merci beaucoup, David. Est-ce que je peux avoir le prochain transparence, Cyril? Et bonjour à toutes et à tous. Par écran interposé. Je suis très heureuse de toutes et tous vous voir ici. Maintenant, parlons des modèles poussés de l'avant par la communauté d'infirmiers. Nous savons que les cliniques de soins de santé primaires donnent des soins globaux. Ils permettent de combler des lacunes, notamment dans les communautés moins bien desservies. Et les soins vont des maladies non transmissibles telles que des maladies non transmissibles à euh, d'autres euh, d'autres soutiens et il y a une collaboration étroite entre la communauté d'infirmiers et les citoyens. Les interventions sont adaptées aux besoins des communautés et il y a une approche collaborative aussi avec tous les acteurs pour servir les populations, les écoles, les prisons, les hôpitaux et les hospices aussi. Dans les modèles de soins de santé à domicile, la santé est donnée à domicile. Et cela fonctionne très bien pour les plus âgés, pour les personnes souffrant de maladies chroniques ou encore dans les soutiens post-opératoires, dans les soins de santé post-opératoires. Et cela soutient également l'indépendance. Il est important de promouvoir de tels modèles et ainsi de se concentrer sur la sensibilisation du public. Il est important d'avoir des séminaires, des ateliers et des conférences. Les infirmiers et infirmières luttent contre les maladies, promeuvent les modes de vie sains et peuvent aider les gens à adopter des mesures préventives, notamment peuvent contribuer à la détection précoce, au mainstreaming des pratiques des bonnes pratiques, travailler à l'éducation, aux campagnes de vaccination, etc. Prochain transparent. Les infirmiers et infirmières peuvent fournir des solutions avec leur masse salariale et bon nombre de pays de l'OCDE n'ont pas suffisamment de gens qui optent pour les études de médecine. Et on sait aussi qu'il nous manque des infirmiers et infirmières. Et cela veut dire que parfois, il y a le Code international de recrutement d'infirmiers et infirmières qui n'est pas toujours observé par certains acteurs. Et, et puis, parfois, il y a le privé qui l'emporte et alors il y a des systèmes à deux vitesses. Les marginalisés, les plus pauvres n'ont pas un accès à un soin de santé digne de ce nom. Et ensuite, parfois, il y a des gens spécialisés, mais cela ne veut pas pour autant dire que tout le spectre des maladies est bien envisagé et que la santé globale est assurée. Et donc, il est important de revoir cette situation pour corriger le tir pour étendre les soins de santé primaires. Et il y a une étude des États-Unis qui a analysé les praticiens au cours de 50 ans. Et le fait est que les infirmiers et infirmières peuvent étendre leurs pratiques
et avoir davantage de patients. Plus de 36 000 diplômés par an ont été certifiés dans les soins de santé primaires, mais quelques 200 000 praticiens seulement travaillent dans ce domaine, mais ce chiffre devrait doubler dans les 15 années à venir. Si on veut faire mieux, il faut que le ratio évolue dans la bonne direction et pourtant, 50 à 77% des médecins, malheureusement, nous avons perdu leur actrice. By advanced practice registered nurses. And this modeling assumes that physicians would focus on more. Ce modèle part du principe que les modèles de santé se complexifieront. Prochain transparent. Les pratiques des infirmiers avancés. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais même les pratiques avancées continuent de fournir des soins de santé primaires pour les populations. Et oui, les infirmiers spécialisés sont souvent formés en tant que spécialistes, mais continuent malgré tout à fournir des soins de santé primaires. Et cela permet ainsi aux infirmiers de fournir une santé globale, de prescrire des traitements adaptés. Et il est important de travailler avec ces infirmiers dans des zones éloignées, avec des populations en Ontario, au Canada où j'habite, nous avons des cliniques où nous pouvons justement construire des ponts grâce à ces infirmiers qui ont des pratiques avancées et qui fournissent toujours des soins de santé primaires en personne. Et ils ont notamment grandement aidé pendant la COVID et peuvent contribuer à la santé. Il est important de faire cela pour gérer les maladies diverses et variées, pour avoir de bonnes interventions pour promouvoir la santé et la prévention contre les maladies et notamment travailler sur la vaccination. On peut ainsi, grâce à eux, avoir une approche holistique et travailler aussi sur la santé mentale et le bien-être et améliorer aussi les différents équilibres nécessaires dans la vie. Lorsqu'on parle des meilleures pratiques, il est évident qu'elles sont essentielles pour que les infirmiers et infirmières restent dans le métier et qu'ils s'épanouissent au travail. Ensuite, la rentabilité est évidente. Elle permet de réduire, car les soins de santé primaires permettent de réduire les admissions dans les hôpitaux et permet aussi de réduire les procédures médicales superflues. Et ce grâce à une approche empirique. L'expérience patient en ressort améliorée et bien souvent les consultations des patients sont personnalisées, centrées sur l'individu et cette approche permet ensuite d'effectuer un suivi. Cela engendre de la confiance et un véritable rapport. Il y a une étude de cas venant du Royaume-Uni qui indique que euh, des patients souffrant de rhumatisme et bien pouvaient payer quelques 60-70 euros en moins dans ces traitements avec des infirmiers plutôt qu'avec des médecins. Prochain transparent. Euh, de telles approches sont sûres et efficaces et pour faire comme il faut en effet une formation digne de ce nom, des bonnes pratiques, des protocoles et le fait est qu'il y a des bonnes pratiques à partager. Elles sont essentielles pour la sécurité et la sûreté et elles permettent aussi d'améliorer l'efficience, de réduire les temps d'attente et d'améliorer la santé dans son ensemble. Comme nous le savons toutes et tous, les compétences pharmacologiques changent d'une région à l'autre, d'une institution à l'autre. Et en ce sens, le contexte national est important. Et si les infirmières ne peuvent pas prescrire, alors parfois, malheureusement, cela engendre une rupture dans les soins de santé. Et c'est pourquoi il faut une approche holistique avec les autorités et il faut que les bonnes pratiques soient partagées et qu'il y ait une collaboration entre les différents acteurs des soins de santé. Prescrire, c'est prescrire des médicaments, mais aussi des recommandations alimentaires, des appareils et divers et variés. Dernier transparent, s'il vous plaît. En somme, je tiens à vous remercier
Nous avons une publication qui a récemment été publiée et merci beaucoup aux partenaires Afro pour leur papier. Je vous invite à vous pencher dessus. Et enfin, l'expertise et le leadership sont nécessaires pour arriver à une CSU et pour améliorer l'accès aux soins de santé primaires. Si nous investissons, nous progressons et mettons en œuvre les soins de santé primaires, nous arriverons à la CSU et c'est essentiel. Enfin, je vous encourage à consulter les différents modules de CI sur la sécurité des patients et les autres instruments relatifs à la soins de santé primaire, à la livraison des services, aux emplois et le leadership. Ce sont des composantes essentielles. Et maintenant, je rends la parole à notre présidente. Merci beaucoup. Merci à vous, Michel. Merci, David. Merci à Howard aussi. Nous avons entendu ici plusieurs scénarios où, en effet, il y a des éléments mesurables et qui témoignent de l'importance des infirmières et des praticiens dans les soins de santé. Et nous avons entendu que les infirmiers peuvent avoir un impact de taille et il est très important que nous continuions comme ça. Au cours de la prochaine demi-heure, nous allons entendre plusieurs représentants des ANI qui vont faire part des contributions nationales de leur domaine d'expertise et de leur expérience avec le CSU. Je voudrais aussi entendre vos questions. Je n'en vois pas encore sous l'onglet questions-réponses. Alors, si des choses vous viennent à l'esprit alors que vous écoutez, je vous en prie, n'hésitez pas à utiliser cet onglet questions-réponses. Pour nos orateurs, vous aurez maintenant 2-3 minutes à 2 minutes 30, on vous indiquera que votre temps de parole touche à sa fin. Donc, s'il vous plaît, veuillez respecter le temps de parole imparti. Et je donne la parole à Kerry, notre premier orateur. Kia ora koutou katoa. Kerry Nuku, the Kai Whakahaere for the New Zealand Nurses Organisation. Je viens de l'Organisation des infirmières de Nouvelle-Zélande. C'est un plaisir pour moi de faire une présentation. En Nouvelle-Zélande, nous avons compris que les soins de santé primaires sont clés pour soigner toutes les classes de la population. Et en tant que pays insulaire, nous avons remarqué la présence de différents traumatismes avec l'impact des catastrophes naturelles. Et ainsi, nous devons réfléchir aux soins primaires de santé et à notre pratique. Nous avons mis en place un plan stratégique et cela permet de laisser la place aux infirmières pour qu'elles prennent des décisions cruciales et faire en sorte que les voix des infirmières ne soient pas passées sous silence. Ainsi, elles font partie des prises de décision politiques. C'est quelque chose que nous tentons de changer depuis bon nombre d'années. Nous voulons qu'elles fassent partie de ces prises de décision, qu'elles aient une place à la table des prises de décision. C'est pour cela que nous continuons à rester debout et à prendre action, comme on le dit dans notre langue. Nous avons également développé des stratégies qui se basent sur les soins de santé des peuples autochtones. Et nous avons fait en sorte de ne laisser personne, aucune population autochtone de côté. Et bien sûr, ces populations sont toujours laissées de côté et ne peuvent pas participer à la prise de décision.
Vous n'avez plus que quelques secondes. Nous avons voulu engager ces communautés dans la prise de décision en leur permettant de participer. Nous faisons en sorte qu'elles ne soient pas mises de côté. Thank you very much, Carrie. Merci beaucoup, Kerry. Vous avez vraiment identifié les points clés sur la participation des infirmières dans la prise de décision pour que des changements aient lieu. C'est vraiment crucial et nous sommes ravis d'entendre parler de ce plan stratégique. Et vous pourriez écrire les noms que vous avez mentionnés pour que nous puissions savoir comment les prononcer. Ensuite, nous avons Yukari Nakano de l'Association japonaise des infirmières. Merci Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Yukari Nakano, directrice de l'Association japonaise des infirmières. Nous faisons face à bon nombre de défis. Et nous sommes confrontés à un bon nombre de défis en termes d'égalité et d'équité. En outre, il y a des défis institutionnels qui se présentent à nous. Partant, le Japon a commencé à promouvoir des politiques en matière de soins de santé relatifs à l'amélioration des thérapies, notamment pour les personnes plus âgées. Et nous avons pour objectif de changer la donne d'ici à 2025, étant donné d'autres plans nationaux. Parallèlement à cela, une vision nationale a été publiée pour l'avenir des infirmiers et infirmières. Ainsi, dans ce plan, les rôles de la communauté infirmière a été revu pour que les infirmiers puissent bien agir dans la communauté avec les différents praticiens et acteurs du secteur. Au cours de ces 10 dernières années, nous avons travaillé en étroite collaboration avec différents partenaires en vue d'améliorer l'éducation et le développement tout au long de la vie des différents acteurs pour stimuler les activités permettant d'agir au sein des communautés locales. En 2040, lorsque nous aurons atteint le pic de vieillissement, nous connaîtrons un déclin, mais des changements qualitatifs et quantitatifs s'opéreront également. Il y aura des disparités qui verront le jour et partant, nous devons dès à présent faire face à différents défis. À l'heure actuelle, nous travaillons sur des questions sociétales qui se présenteront à nous en 2040 et avons un plan qui entrera en vigueur en 2030 pour lutter contre différentes pathologies et les questions qui se présenteront à nous euh, par rapport à l'État-providence. Nous voudrons développer davantage de ressources, notamment pour la prévention, car à l'heure actuelle, il n'y a pas suffisamment qui est fait. Il vous reste 30 secondes. Il sera important de travailler davantage au sein des communautés à l'avenir et se reconnaître que les soins de santé primaires sont essentiels et il faudra avoir des modèles mis en avant grâce à des ressources dédiées. Et pour nous, les soins de santé primaires poussés de l'avant par les infirmiers et infirmières permettront de changer la donne. Enfin, nous tenons à souligner que les soins de santé primaires poussés de l'avant par la communauté des infirmiers est une condition sine qua non pour atteindre la couverture sanitaire universelle et arriver à une véritable santé pour tous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Yukari. On a très bien compris qu'il est important de planifier pour l'avenir. Vous avez fait retentir la sonnette d'alarme
En effet, il est important d'agir pour les personnes plus âgées et de travailler au sein des communautés locales, car c'est en effet avec les communautés locales que l'on pourra arriver aux soins de santé primaires et faire face à tous les défis qui se présentent à nous. J'ai entendu une autre question très importante, il me semble, la question du déclin démographique et du taux de reproduction dans les différents pays, car c'est un défi qui n'est pas l'apanage du Japon, mais qui concerne tous les pays. Notre prochain orateur est Ying Wu, ancienne membre du CA de CEI, très heureuse de vous accueillir de Chine. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Chers collègues, je m'appelle Ying Wu et je représente en effet l'association chinoise et je viens de l'Université nationale. C'est pour moi un grand honneur de pouvoir partager avec vous notre point de vue et vous expliquer comment notre communauté d'infirmiers et infirmières en Chine va s'atteler à ce défi. Le fait est que la Chine et les interprètes font de leur mieux, mais malheureusement, l'oratrice est presque inaudible. Le fait est que la Chine compte près de 1,3 milliard d'usagers de soins infirmiers. Partant, il est évident que pour nous, la question des soins infirmiers est une question sociétale. Aujourd'hui, la plupart des Chinois ont besoin de façon directe ou indirecte au quotidien de soins infirmiers. Partant, il faut une plateforme accessible pour toutes et tous pour coordonner nos efforts. Les infirmiers et les chercheurs dans notre milieu ont travaillé pour développer plusieurs programmes permettant d'accroître l'accès à la santé pour toutes et tous et pour mieux gérer les maladies chroniques et les maladies non transmissibles. Ce faisant, nous avons utilisé différentes ressources au pays et avons d'ailleurs publié 2 études à ce sujet. Notre initiative novatrice a permis d'accroître nos services à la patientèle et de réellement pallier les défis auxquels nous sommes confrontés, notamment dans les zones rurales et les zones les plus éloignées. Nous avons réellement contribué aux objectifs de développement durable et la CSU. La gestion et les systèmes de gestion sont essentiels. Et c'est pourquoi il nous faut des systèmes harmonisés. C'est grâce à des systèmes de cet acabit que nous pouvons effectuer un suivi digne de ce nom sur nos patients, sur les besoins, et que nous pouvons aussi, à distance, mieux les servir. Il vous reste 30 secondes, madame. Oui, et c'est ainsi aussi que nous pouvons coordonner nos efforts, accorder nos violons, intégrer les bonnes pratiques et ainsi réduire les problèmes, réduire les hospitalisations superflues et être plus rentable. En outre, nous avons utilisé différents instruments pour mieux développer des synergies pour lutter contre les maladies chroniques et non transmissibles pour encore une fois arriver à l'SCSU et réellement avoir un impact. Je vous remercie. Merci, vous avez vraiment mis en lumière le pouvoir de la transformation numérique, également de l'impact des infirmières et faire en sorte que les utilisateurs d'Internet puissent communiquer avec vous pour également booster vos recherches dans le domaine. Ensuite, nous donnons la parole à Maxence Gall. Je vous en prie. Je m'exprime. I will speak in French. L'Amphide remercie chaleureusement l'ICN pour l'opportunité offerte à notre association de s'exprimer. En France, le Conseil de soins primaires, qui repose sur un modèle professionnel non hiérarchisé, demeure encore peu connu de notre profession en raison
Premièrement, de la définition très large adoptée lors de la conférence d'Astana en 2018. Deuxièmement, de la loi française Hôpital, Patients, Santé et Territoire datant de 2009, superposant les soins primaires et de premier recours, ces derniers étant dévolus aux médecins selon le Code de la santé publique français. Lors de la pandémie Covid, les infirmières françaises se sont mobilisées, mettant ainsi en lumière leur rôle incontournable dans les soins de premier recours et de santé primaire. Cette pandémie a redessiné le paysage de la prise en soin en France, aboutissant à la mise en œuvre d'une dynamique législative conduisant à l'évolution de la profession infirmière et, plus largement, à l'accélération des réformes en cours et à venir. L'Amphide participe activement à l'organisation de ces nouveaux modèles de soins qui montrent le rôle et la place cruciale des infirmières et permettent également une unification sur le territoire national des pratiques. Conjointement, elle contribue au nouveau mode d'organisation initié par le gouvernement suite à la promulgation de la loi de modernisation de notre système de santé en 2016. Cela se traduit par une forte implication dans tous les champs de la pratique, dont les protocoles de coopération, les articles 51, introduits par la loi de financement de 2018 promouvant des organisations innovantes. Sont ainsi mises en lumière les potentialités des infirmières, leur capacité à élargir la prise en charge populationnelle, leur investissement dans le champ de la santé communautaire. L'Amphide a été identifié avec d'autres structures par le ministère de la Santé et de la Prévention pour travailler sur la réingénierie du métier socle infirmier. L'Amphide promeut ainsi la transformation des compétences infirmières en lien avec l'évolution des besoins en santé de la population. Cela concerne également la formation, les carrières, la santé des soignants, etc. Ainsi, les infirmières, l'Amphide est très impliquée dans les différents niveaux de prévention, primaire avec la vaccination et le programme ICOP porté par l'OMS, secondaire en particulier en lien avec les pathologies chroniques, tertiaire en encourageant l'éducation thérapeutique et la consultation infirmière. Rappelons que l'Amphide s'est engagé et impliqué dans le développement de la pratique avancée en France, permettant ainsi une évolution notable de notre système de 30 santé secondes restantes. avec un élargissement de la prise en charge infirmière, en particulier en santé mentale, cancérologie et maladies chroniques. L'Amphide a à cœur de collaborer avec les patients depuis de nombreuses années. Notre partenariat avec l'Union francophone des patients partenaires a contribué à l'émergence des droits des patients. En conclusion, l'Amphide conduit une politique proactive afin d'élargir, en complément des mesures gouvernementales, la prise en soin de nos concitoyens. Merci de votre attention. Thank you very much for once again highlighting how Merci beaucoup d'avoir souligné l'importance de l'investissement au sein des communautés afin de permettre la prévention et des soins de santé primaires. Encore une fois, merci. Alors, il y a des commentaires dans le chat. Alors, pour avoir l'interprétation, rendez-vous en bas de votre écran. Pour changer la langue, vous avez le français, l'espagnol. Ainsi, vous pourrez entendre tout le monde s'exprimer. Merci. Ensuite, nous avons Pamela Marie-Noël Gaspard de l'île Maurice. Bonjour à toutes et à tous. Les soins de services de santé et la couverture de santé universelle, ainsi que notre réseau de soins de santé primaire regroupent deux hôpitaux malgré les importantes améliorations. Nous faisons face à bon nombre de défis. Nous devons faire face au vieillissement de la population et l'augmentation des besoins en termes de soins. Notre association joue un rôle important dans la mise en œuvre de politiques de lien avec le gouvernement, de développement dans les secteurs grâce à un plan stratégique. Ce plan stratégique inclut des stratégies concrètes pour faire face à ces complications dans le pays
et améliorer les soins de santé pour tous les patients à travers le pays, pour pouvoir également avoir un cadre cohérent qui prend en compte les différents partenaires pour les 5 années à venir. Ce plan propose des actions concrètes pour le service, le soutien et la satisfaction client, la médecine préventive et des services spécialisés. Nous jouons un rôle important dans la mise en application de ces politiques stratégiques, notamment avec la détection précoce du cancer du sein, les différentes mesures préventives, l'accès aux soins de santé primaire, la mise en application de la vaccination du HPV parmi la population de jeunes filles dans différents départements et à travers tous les hôpitaux, renforcer également les groupes, la prévention au sein des groupes cibles, des dépistages précoces pour des maladies ciblées et rendre également les hôpitaux plus faciles d'accès et plus faciles en termes de gestion. Nous avons besoin de données efficaces pour planifier et comprendre les problématiques. Nous avons également un besoin pour une éducation spécialisée, diplômante et différents systèmes innovants pour détecter les défis clés. Merci encore une fois, Pamela, d'avoir souligné l'importance de l'engagement des infirmières à tous les niveaux et d'avoir formulé ce plan stratégique à travers différents services. Merci beaucoup. Ensuite, nous allons entendre Ching Min Chen de l'association thaïlandaise. Je suis donc ici pour vous présenter l'expérience de mon pays à Taïwan. Le gouvernement a mis en place un plan stratégique national alors que la moitié de la population était couverte par les soins de santé. Et grâce à cette contribution, je suis ravie de vous partager que cette couverture a augmenté. Nous avons appliqué 6 actions qui ont permis de renforcer nos soins de santé primaires. Ce qui permet de renforcer les soins infirmiers Nous avons également un système qui permet de soigner dans les zones les plus reculées. Nous avons mis en place des pratiques avancées, établi des soins de service sur mesure dans certaines zones et renforcer les connaissances des infirmières en tant que force de travail lors de la pandémie. Nous avons aussi fait face à un manque crucial d'infirmières et nous avons besoin de plus de ressources et beaucoup plus d'infirmières en exercice d'ici 2030 et nous avons mis en place des politiques de formation de ces infirmières, des collaborations avec l'éducation générale et les écoles d'infirmières pour augmenter le taux de réussite et en investissant plus de ressources dans l'éducation des infirmières et infirmiers pour attirer plus d'étudiants, y compris d'avoir des standards et des ratios spécifiques, améliorer la situation de travail, créer des modèles et encourager l'investissement par le gouvernement si nous voulons remplir les objectifs
En termes de soins infirmiers, eh bien, nous avons besoin de 2,5 milliards de dollars supplémentaires, mais nous allons de toute façon dans la bonne direction et nous apprécions vos partages et vos retours. Merci beaucoup. Merci d'avoir souligné à quoi il est important de prendre en compte la participation de ces infirmières et de renforcer la formation. En effet, on peut voir comment vous avez traduit ces politiques en travail concret sur le terrain. Maintenant, nous allons entendre Roxana, qui représente l'OMR. Merci de me donner la possibilité de participer à cet événement. Et au nom de l'Ordre des infirmières de Roumanie, je suis ravie de partager nos résultats. Un point crucial pour atteindre la CSU, c'est l'investissement dans les soins de santé primaire. Bien sûr, les infirmières sont aux premières lignes de ces soins et j'aimerais souligner les points d'action et les points forts dans notre pays. Tout d'abord, le dépistage et la prévention en augmentant le dépistage au niveau des soins primaires. Non seulement c'est efficace, mais cela apporte de meilleurs résultats aux patients. Les infirmières et les aides-soignants participent à des programmes et ainsi améliorent la santé générale de nos citoyens. En termes de stratégie, nous faisons des efforts constants pour assurer l'amélioration de ces systèmes de soins de santé primaire. Nous avons des cabinets qui incluent des infirmiers, infirmières et des médecins généralistes. Nous avons lancé un programme d'investissement qui a permis d'équiper 3000 centres avec un meilleur équipement. Il ne s'agit pas seulement d'infrastructures. Nous encourageons les praticiens à sortir dans leur zone de confort et d'embrasser plus de formations. Nous travaillons main dans la main avec le ministère des médecins généralistes et des sages-femmes. Nous donnons la possibilité d'avoir plus d'impact aux infirmières, ce qui a un impact sur les soins santé, sur les soins primaires. Nous avons revu nos partenariats, nous avons revigoré les pratiques dans les zones rurales. Récemment, nous avions une conférence régionale avec les parties prenantes locales qui concentrent leurs efforts pour améliorer les partenariats et renforcer la formation. Nous avons également pris conscience de l'importance de la transition numérique dans certaines zones en Roumanie. Cela permet d'avoir de meilleures preuves et des données pour renforcer les groupes de travail. La semaine dernière à Astana, nous nous félicitons de l'adoption d'un cadre de résolution politique sur la position des infirmières. Il s'agit d'un engagement pris à Budapest. Ici, on voit à quel point la communauté des infirmiers et infirmières joue un rôle crucial. Nous vous remercions d'avoir pu présenter nos résultats. Merci encore d'avoir évoqué le rôle des infirmiers et infirmières dans la prévention et aussi d'apporter la voix nécessaire pour cette force de travail. En effet, elle est cruciale.
Nous allons à présent entendre Dr Dilip Kumar, président de l'association indienne. Merci Madame la Présidente, merci à tous de me laisser présenter les résultats de l'Inde vers la mise en application de la CSU afin atteindre les ODD de 2030. Nous jouissons du soutien du ministère et de différents moyens déployés dans les zones rurales ainsi que les ressources déployées pour des centres de santé qui sont un composant important de la communauté. Quand on parle des qualifications, il faut savoir que toutes les infirmières sont diplômées et nous suivons les prises de décision quant à l'intégration de ces CV et nous faisons en sorte que ces points de vue soient intégrés. Basic BSc curriculum to convert it into the competency-based training program to improve the quality of the nursing Il est education. important d'améliorer la formation et l'éducation, et surtout pour ce qui est des soins communautaires. Et c'est pourquoi nous voulons travailler avec tous les membres du personnel universitaire pour petit à petit développer nos centres de formation aussi, et pour que nous développions une maîtrise digne de ce nom, permettant aussi d'organiser des stages et des simulations qui seront petit à petit intégrés dans les cursus actuels. À cet égard, nous travaillons aussi sur les praticiens avancés et différentes pratiques. Et sachez que le gouvernement indien a adopté ce sur quoi nous avons travaillé en collaboration avec le ministère de la Santé. Et l'on estime que quelques 1000 praticiens seront formés aux pratiques avancées. Et ensuite, le leadership est aussi une autre question très importante. Et aujourd'hui, on veut justement travailler sur les technologies de pointe pour créer un leadership. Nous aurons des gens qui pourront ainsi porter de l'avant ces projets aux quatre coins du pays. Ensuite, nous avons un cadre législatif qui est en œuvre à l'heure actuelle. Il est relatif aux performances dans les régions rurales. Et sachez que ce cadre étudié par la Commission permettrait de faire mieux, et partant, nous espérons que le plan national permettra de prendre les décisions qui s'imposent en vue d'avoir de meilleures pratiques et davantage de praticiens pour atteindre les objectifs établis par les Nations Unies et atteindre la CSU. Merci beaucoup. Et oui, en effet, nos partenariats, monsieur, vous l'avez dit, ils sont essentiels. Ils sont essentiels pour avoir des programmes dignes de ce nom et aussi pour développer les meilleures pratiques et les partages. Et on doit s'assurer du fait, en effet, que le personnel enseignant peut partager ce qu'il y a de mieux. Donc, bravo, bravo pour votre travail. Je tiens à toutes et tous vous remercier. Merci de nous avoir partagé toutes ces très belles choses. Je pense qu'il nous reste un dernier orateur, Hélène Koo, qui nous vient de Hong Kong. À vous, madame. Merci beaucoup, madame la présidente. Bon après-midi depuis Hong Kong. Je voudrais partager avec vous quelques éléments. Tout d'abord, je voudrais vous dire ce que nous avons fait en matière de soins de santé primaire. Le fait est que nous avons différents projets en cours à l'heure actuelle, et depuis 2018-2019, le ministère de la Santé a travaillé sur un document et une
un plan d'action, une stratégie pour 2025 pour améliorer l'éducation, pour créer davantage de possibilités, d'opportunités, pour promouvoir les soins de santé primaires. Et en 2019, nous avons un premier centre de soins de santé au niveau des districts qui a été lancé. Ce centre n'était qu'un premier centre et l'idée d'avoir un centre de soins de santé dans chaque district pour que nous soyons proches des communautés. Cela va dans la droite ligne des recommandations découlant de la théorie des soins de santé primaires et nous avons aussi un bureau des soins de santé primaires qui dépend du bureau de la médecine. Et ce bureau a accouché d'un rapport en décembre de 2020 que je tiens dans mes mains, que vous avez pu voir. Et il y a un point très intéressant là que je voudrais mentionner. Ici, il est écrit que les soins de santé primaires sont essentiels pour toutes et tous. Et moi, ici, je voudrais rajouter que les soins de santé primaires, cela concerne la famille, les médecins et les infirmières pour toutes et tous. En octobre de 2025, notre gouvernement devrait accoucher d'un plan Healthy Hong Kong pour améliorer la qualité de vie pour toutes et tous, pour fournir des soins aux personnes plus âgées. Et un élément essentiel ici, en effet, c'est apporter les soins de santé à toute la communauté et surtout les personnes vieillissant dans les villes. Ici, justement, je serais heureuse d'entendre vos idées pour faire mieux, car c'est un véritable défi pour nous. Ensuite, aujourd'hui, la formation des infirmiers et infirmières repose sur un modèle traditionnel et on ne se concentre pas suffisamment sur les soins de santé primaires. Autrement dit, les infirmiers et infirmières ne sont pas suffisamment préparés. Et donc, pour nous, il est important de revoir le programme scolaire. Autre point, comme il nous manque des ressources humaines à Hong Kong, il est très important pour nous de promouvoir justement un mode de vie sain dans les communautés euh, pour faire du travail de prévention. Et aujourd'hui, justement, les travailleurs des soins de santé sont formés à cette prévention et ils auront des responsabilités en ce sens sur le terrain. Moi, aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Est-ce que c'est encourageant ou est-ce que c'est une menace à notre profession? Nous avons aussi récemment développé un organisme représentant la communauté infirmière et nous encourageons tous les praticiens à euh, y contribuer, quel que soit leur service, car cela permet justement de créer des ponts entre les services, de parler des technologies, parce qu'aujourd'hui, justement, les technologies constituent un sujet brûlant. Et aujourd'hui, il est important de voir comment on peut faire mieux. Alors, Hélène, désolé, je vais devoir vous demander de boucler la boucle. D'accord, très bien, mais en réalité, j'ai fini. Il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent aux infirmiers et infirmières ici à Hong Kong et je voudrais vous inviter à venir chez nous à Hong Kong pour échanger, notamment au sujet des soins de santé primaires et leur développement. D'accord, merci beaucoup et très belle suggestion. En effet, il faut des médecins de famille et il faut des infirmiers et la famille, que toutes et tous travaillent ensemble. C'est un pour tous, tous pour un. Maintenant, on l'aura compris. C'est un travail absolument remarquable qui est organisé par toutes ces associations nationales en vue de promouvoir la soins de santé primaire et en vue de mettre en avant le rôle de la communauté infirmière, que ce soit dans le planning, dans le plaidoyer, dans les processus de prise de décision politique. Et il y a certains sujets que l'on a entendus à plusieurs reprises. Malheureusement, étant donné que le temps passe, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais il y a néanmoins quelques commentaires d'ordre général que je voudrais formuler. Sachons que tout ce qu'on a dit ici, protection des travailleurs, protection de nos gens en zone de conflit, accès à des investissements ou encore les liens avec différentes déclarations, tout cela témoigne
d'un cheval de bataille. Il faut investir dans nos gens. Bien souvent, les investissements sont à la traîne et nous sommes à la traîne dans la poursuite de nos objectifs. Mais cela n'est pas une bonne raison pour laquelle il faudrait baisser les bras, que du contraire. La CSU pour 2030, c'est un engagement de taille qui doit nous tirer de l'avant. Ensuite, on a entendu une question relative à la prévention. Comment est-ce que les infirmières peuvent lutter contre les morts prématurées d'individus, notamment lorsqu'on parle de maladies non transmissibles? C'est une question qui revient très souvent sur la table, mais sachons toutes et tous que les infirmiers, depuis très longtemps, contribuent longtemps à lutter contre ces morts et ces maladies. Vous l'avez entendu de la bouche de Howard, nous pouvons faire plus, notamment grâce aux soins de santé primaires en vue d'atteindre la CSU. Et nous partagerons avec la CI toutes nos ressources pour que ce cheval de bataille demeure une priorité sur l'agenda politique. Nous continuerons à promouvoir la déclaration politique, les différents points d'action pour nous assurer du fait qu'il y a un lien entre la CSU, le rôle des infirmiers et infirmières, la sécurité et la santé pour tous. Nous serons une pierre angulaire et toutes et tous, nous pourrons aller de l'avant. Merci pour votre partage. Merci pour vos exploits sur le terrain. Merci pour votre influence. Je vous remercie toutes et tous de votre participation à cette réunion ici aujourd'hui. Nous avons l'habitude de diffuser ces webinaires pour nos membres pour qu'ils puissent les consulter en différé. Et donc, je voudrais demander à Howard ou si quelqu'un d'autre a un mot de la fin avant de clore cette présentation. Qui ne dit mot consent? Parfait. Encore une fois, merci à toutes et tous de vous être joints à nous. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir écoutés. Mais pour ces apports, merci beaucoup. Passez une très belle soirée ou une très belle journée. Au revoir. Et les interprètes vous souhaitent une belle journée. Au revoir.